Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de QR code et de code à barres, d'une manière générale plutôt de code 1D et 2D. Je vais y revenir. Petite présentation rapide. Alors évidemment, il faut que je reprenne la main sur l'ordi. Voilà. Donc on va parler de comment, enfin à quoi ça sert, comment on s'en sert dans Delphi pour la lecture et pour la génération de code. Et puis j'ai un petit programme d'exemple qui a fonctionné avant qu'on démarre, donc ça devrait passer tout à l'heure correctement si mon téléphone redémarre correctement. Alors, petit rappel rapide, mais je vous laisserai de toute façon les slides pour les consulter après. Donc je suis MVP depuis 2017, prestataire informatique, formateur, à travers la société All Software qui me sert de, enfin qui est ma société principale. J'écris aussi pas mal de choses sur les blogs et je fais donc de la formation essentiellement à Delphi, un petit peu web, PHP s'il y a besoin. Voilà, les licences, c'est pas la peine, vous connaissez normalement. Les webinaires précédents sont enfin sont tous en lien sur le blog que je maintiens, donc sur vassure.fr/webinaire Delphi, et vous y retrouverez aussi celui-ci dès que l'enregistrement sera disponible et les sources avec évidemment les slides et quelques liens, parce que là en l'occurrence j'ai une bonne vingtaine de liens partagés avec vous au cours de cette session. Rappel des liens de base. Alors, donc on va parler de QR code, et c'est parti. Donc, première chose, c'est quoi un code barre? En fait, c'est un rectangle qui contient des traits. Il y a un certain nombre de symboles disponibles, enfin une symbologie assez large en termes de code barre. Je vais vous en montrer une partie ici. Donc là, en fait, sur la page Wikipédia, on a la liste complète de toutes les normes de code barre et de QR code. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un bon paquet. Alors, ce qui les différencie, en fait, c'est le type d'information qu'on peut stocker à l'intérieur et le fait qu'il y ait un schéma de départ ou de fin, la largeur des traits noirs et la largeur des traits blancs, qui peuvent être pris en compte ou ne pas être pris en compte suivant les cas. Pour les lire, on a des louchettes et d'autres équipements qui permettent de les récupérer directement et qui interprètent ça en faisant de la reconnaissance d'image. Pour les QR codes, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, on parle de symbologie 2D. Et je reviens sur Wikipédia. Donc là, en l'occurrence, en symbologie 2D, on a un petit paquet aussi, et ça permet de stocker pas mal de choses sur des surfaces plus petites. Donc en fait, on peut se contenter en code barre de stocker des chaînes de caractères, en général des numéros, enfin ce sont ceux qu'on voit le plus souvent, hein, des numéros pour les G-codes et les codes du PC sur les différents produits en vente dans le commerce. On peut y stocker aussi des lettres, ce qu'on retrouve dans les colis, sur les étiquettes de différents prestataires comme Colissimo par exemple. Et en QR code, en fait, on peut stocker beaucoup plus d'informations sur une zone plus petite, puisqu'en fait, les infos sont codées sous forme de points dans un carré, ou un rectangle, là en l'occurrence pour le PDF 417. L'autre avantage du QR code, c'est qu'il est partiellement redondant. Donc on peut avoir une partie qui ne soit pas lisible, le reste le restera, normalement. Donc si on en cache par exemple le milieu ou la partie droite, en bas, ça sera toujours lisible pour un lecteur de QR code en l'occurrence. C'est vrai que là, on va se concentrer sur les QR codes, parce que c'est le format de code 2D le plus utilisé actuellement, et le plus simple, parce qu'il est disponible un peu partout, en termes de lecteur. Là, je vais passer rapidement. De toute façon, je rappelais sur les slides, alors vous pouvez les relire après, hein, évidemment, un petit peu où ça sert et comment on s'en sert. Donc là, en l'occurrence, sur les QR codes, on les voit beaucoup sur les billets de train, par exemple. Sur les étiquettes de colis aussi, il permet de récupérer les informations d'adresse pour les automates, pour éviter la reconnaissance de caractères, et éventuellement maintenant sur des cartes de fidélité ou d'autres choses. On les retrouve aussi sur les abribus, notamment à Paris, et dans d'autres villes, pour savoir simplement, enfin pour lire le QR code et avoir les informations sur les délais d'arrivée des bus, métro et ainsi de suite. Donc l'avantage du QR code et du code barre, c'est essentiellement que c'est gratuit en fait à produire, puisqu'il suffit d'un logiciel qui fasse l'image, et derrière on l'imprime sur ce qu'on veut.
à la différence de tous les systèmes comme les NFC ou autres, où ça nous oblige à acheter une étiquette qui peut avoir un prix important suivant les cas et le format stockage. Donc les QR codes sont plus généralisés, on en voit partout grâce à ça. On a aussi l'avantage que comme ils sont partout, on a aussi des logiciels de lecture de QR codes un peu partout. Pareil pour les codes barres, et maintenant ils sont directement intégrés dans les smartphones sur Android et sur iOS, où il suffit de prendre une photo avec un QR code dessus et de déclencher le partage pour avoir les informations sur les codes éventuels qu'il y aurait dans l'image. Alors l'inconvénient, c'est que justement, ça se prend en photo, donc n'importe qui peut les reproduire. Donc il ne faut absolument pas s'en servir pour des accès sécurisés à quelque chose. Au contraire, pour les accès sécurisés, il vaut mieux passer par du RFID ou du NFC, qui sont aussi reproductibles d'une certaine façon, mais beaucoup plus compliqués. Et du coup, ça oblige aussi à changer les systèmes de lecture. Donc là, si vous êtes intéressé par les systèmes en RFID et autres, avec éventuellement des smartphones dédiés à la lecture de QR code et de code barre, vous pouvez vous reporter au Code Rage 2018, sur lequel il y avait une session de Fernando Risato. Voilà. Où pendant 1 heure à peu près, il a parlé des équipements qu'il utilise au quotidien, sur les applications qu'il fait, qui gèrent justement des RFID et des codes barres, avec aussi la présentation qu'il avait faite, et une liste d'appareils avec les plus et les moins de chacun, puisque lui, il utilise directement des lecteurs intégrés à des smartphones. Donc il récupère ça sous forme de Bluetooth, ou directement avec les API des appareils. Donc là, il en parlait sur sa session, je vous incite à aller y jeter un coup d'œil. Alors, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est la lecture et la génération de QR code et de code à barre dans Delphi. Alors, pour la génération, en fait, on n'a rien qui est en standard, et donc on doit passer par des librairies externes. Il y a plusieurs librairies open source, enfin en tout cas dans les plus connues qui servent à ça, c'est Zint et Zcrossing, qui sont disponibles en open source, mais en général en C. Donc là, en fait, j'ai fait une sélection de plusieurs systèmes qui vont nous permettre de les générer quand même, sans passer par une librairie C, et donc de les intégrer dans nos programmes. Pour la génération dans les états, vous avez FastReport, RevReport, QuickReport et ainsi de suite qui intègrent directement des composants permettant de générer des QR codes ou des codes à barres dans les versions récentes. Donc on ne va pas s'en préoccuper. On va se contenter de voir ce qui peut les générer dans les applications ou directement dans vos programmes, et quand vous voulez utiliser vous-même des images à part qui contiendraient un code. Donc là, j'ai identifié 4 ressources possibles pour la génération de code, en l'occurrence Winsoft, TMS Software, Ansoft, et une librairie qui est open source sur GitHub. Donc je vais vous montrer des exemples pour ces 4 fournisseurs-là. Et donc on va commencer par Winsoft. Et évidemment, il en existe d'autres sur le marché. Après, j'ai pas pu tout tester ni identifier tout le monde. Il y a aussi des gens qui les dessinent directement à la main sur leurs applications, puisqu'en fait les formats sont connus, évidemment, parce que c'est une norme, et donc n'importe qui peut générer son propre QR code ou son propre code barre en codant directement du dessin dans un bitmap dans son application, ce qui est fait en l'occurrence par la plupart des composants externes. Donc là, par rapport à Winsoft, c'est une société qui propose des packs de composants à partir de librairies open source. On va juste aller rapidement sur leur site. Donc là, en l'occurrence, ici, vous avez un petit peu tout ça. Alors, ils pêchent un petit peu sur la partie publique, enfin sur le site, par rapport à la documentation, parce que si on rentre dans une librairie, par exemple, une de celles qui nous intéresse, Optical Barcode Recognition, voilà, celle-ci, par exemple. Donc on a un programme d'exemple, quelques explications sur ce que ça fait, et puis les différents liens de téléchargement avec les versions développeurs ou les versions de démo. Avec une petite fac sur les points importants à savoir pour utiliser la librairie, et ça s'arrête là, en gros. Par contre, évidemment, ils fournissent une doc avec les composants, une fois qu'on a acheté la licence, qui permet de s'en servir et de voir un petit peu comment ça fonctionne avec des exemples.
Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la reconnaissance de code barre. Et en ce qui les concerne, ils ont, enfin la génération de code barre, pardon, et en ce qui les concerne, ils en ont deux, qui sont basés sur la librairie Zint, qui est disponible donc sur SourceForge, si je me souviens bien. De toute façon, je vous donnerai les liens hein, sur le blog après. Et en fait, ils ont packagé ça sous forme de deux packs de composants, un pour la VCL, donc Windows 32 et 64, et un pour FireMonkey en Windows 32, 64, Mac, iOS et Android. L'avantage, c'est qu'on pose un composant sur notre fiche, on le paramètre comme on a l'habitude, et puis derrière, on fait ce qu'on a à faire dessus. L'inconvénient, c'est que ça est obligé d'impacter une librairie en plus. Donc on a une DLL à publier avec nos programmes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, sauf que j'ai fait oublier. Je vais en profiter pour lancer ça aussi. J'avais juste fermé avant de démarrer la session, ce qui commence à déconner sur un truc. Comme vous pouvez le constater, j'ai quelques librairies, quelques packs de composants intégrés. Voilà. Alors, les programmes, je les ai mis là. Donc là, juste par rapport à Winsoft, ici, vous avez, quand il installe les packs de composants, on a un nouveau projet, enfin un nouveau dossier dans la liste des programmes, avec le lien vers le site web, le lien vers le PDF de la doc et les liens vers chaque exemple. Donc ça, ils le font pour chacun de leurs packs. Hop. Et donc nous, on n'a plus qu'à regarder ça et se greffer dessus. Donc là, en l'occurrence, pour la génération avec Winsoft. Donc là, en l'occurrence, je suis parti sur une application VCL avec une image et le composant barcode. Et dans le code, je choisis le symbole que je veux obtenir, je mets le texte correspondant à ce symbole-là et je crée l'image en fait. Donc le bitmap lié au composant barcode est associé au bitmap de mon image. Là en l'occurrence, comme j'ai pas déplacé les librairies et ainsi de suite, je donne le lien en dur pour l'accès à la DLL qui permet d'utiliser le composant barcode et je le mets dans l'initialisation de l'unité qui s'en sert pour être sûr que ça se fait avant la création du composant lui-même. Et donc si j'exécute ça, normalement j'ai un barcode, enfin un code barre, qui apparaît à l'écran. Voilà, donc vous le voyez, c'est assez simple, c'est une image, et derrière c'est évidemment lisible par n'importe quel appareil qui lirait des codes barres. Donc là sur les symboles gérés, on en a un certain nombre qui sont disponibles ici. Donc il suffit d'en choisir un autre si on veut, par exemple d'autres codes. F9. Et voilà, j'ai mon code point qui apparaît à l'écran. Alors évidemment, après, il faut s'assurer qu'on choisit les bonnes tailles d'écran, les bonnes tailles d'image, que ça reste lisible et que ça puisse être imprimé si on a besoin d'imprimer ça derrière. Je vais en faire un autre comme ça pour le fun, au hasard. Oui. Les services postaux. Pas de chance. Alors, quelle est la taille des codes postaux? En Australie, on va dire 5, comme en France, au cas où. Et voilà. Donc c'est hyper simple, on peut s'en servir partout. Le seul inconvénient, c'est la DLL et évidemment le fait qu'il soit payant par rapport à une librairie open source, ce qui est logique puisqu'il y a du travail de maintenance derrière et de mise à jour, et qu'ils en vivent. Donc ça, c'est la solution avec Winsoft. On a aussi une solution avec TMS Software, donc je ne vais pas vous présenter TMS, hein, tout le monde la connaît normalement, qui crée des packs de composants Delphi depuis pas mal d'années maintenant, qui a aussi une solution cloud. Donc là, en l'occurrence, je vais aller sur la page, et qui, avec sa solution cloud, s'interface avec le site qui s'appelle Barcode for Me, ici. Ce site-là propose en fait une URL qui va nous permettre, enfin, sous forme de, enfin, il propose un formulaire en fait, auquel on peut accéder sous forme d'URL directement en get.
Je vais y arriver. Ah, voilà, ça va pas le faire. Barcode avec S, d'accord. C'est bien le typo squatting. Bon, on va dire que ça marche pas depuis là. Est-ce qu'il y en avait un lien là-dessus? Non. Tant pis, on va essayer sans. Donc en fait, il s'interface avec ce site-là qui fournit une URL et derrière, on récupère l'URL qui va ensuite générer une image. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait aussi un petit exemple. Delphi, voilà. Hop. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mon composant barcode qui vient de TMS, et par contre, je suis passé sur un TMS FMX Cloud Image, qui est en fait une image qui se charge via Internet. Donc on lui passe une URL pour qu'elle s'affiche. Et dans le code source, il y a juste le paramétrage en fait du composant barcode. Là, en l'occurrence, j'ai laissé les paramètres par défaut, et un get qui récupère l'URL que je transfère à l'image. Je pourrais faire un show message aussi si on veut. D'ailleurs, je vais le faire comme ça. Hop, CTRL-C ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Tac. Voilà. Et normalement, on a notre image à l'écran. Si la connexion web passe et que le site fonctionne derrière. Donc là, on est bien sur barcode S formi. Avec le reste. Et ça, c'est transmis à l'image qui se charge. Voilà. L'inconvénient, c'est que ça passe par un site web. Donc il faut la connexion, que le site fonctionne. Bon, l'avantage, c'est que c'est fourni avec le pack de composants cloud de TMS et qu'il y a quand même pas mal de choses dedans qui peuvent servir aussi. Donc, si on n'a pas envie de faire juste un code barre ou qu'on en a besoin sur un site web, on peut se générer les URL via Delphi et les importer ensuite dans les programmes ou dans des bases de données si on veut les retransférer à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai perdu le focus sur l'écran, voilà. Troisième solution, c'est Unsoft, que je ne connaissais pas jusque-là en fait. J'ai découvert en faisant des recherches par rapport au QR code et code barre. Et cet éditeur-là édite depuis 2001 des solutions qui font des codes barres et des codes 2D. Enfin, des codes 1D et des codes 2D à l'écran. Donc là, en l'occurrence, sur les 1D, sachant que les codes barres et QR codes sont disponibles sur la VCL et les QR codes équivalents sont disponibles sur FMX. Il n'y a pas d'équivalent des codes 1D pour FMX pour l'instant. Ils ont d'autres outils aussi éventuellement. Là, en l'occurrence, il y avait un lien, j'allais sur celui-ci, il y avait le lien avec la liste complète des symboles. Donc voilà, et eux ils fournissent un composant par symbole à afficher. L'avantage c'est qu'ils font du dessin direct. Donc là je vais vous montrer un seul des trois packs, hein. On va pas passer sur chaque. Je l'ai dit, oui. Voilà, donc là c'est un exemple des différents composants qu'ils ont. Comme ils sont directement Delphi, on peut faire ce qu'on veut derrière, et il y a aussi des exports directement en SVG ou en image, en plus du passage sur l'écran lui-même. Donc, hop, 3. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis deux images à l'écran pour mettre deux codes. Un code 1D d'un côté, un code 2D. Je suis en VCL, donc j'ai un D qui fonctionne. Juste pour vous montrer ce qu'il y a comme source. Rien. Voilà. Et donc en fait, l'image a directement une propriété, enfin le composant a directement une propriété image qui permet de se greffer depuis le concepteur de fiches. Donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit en code. Par contre, on peut, sous format, enfin en Pascal, faire les exports et accéder directement aux images générées. Donc là j'en avais deux, j'ai les deux codes qui apparaissent à l'écran.
Bon, hyper simple à utiliser. Alors, je vais juste remonter ça un petit peu. Et là, en l'occurrence, on a 3 groupes de composants ici, avec les différentes symbologies. L'avantage, c'est que ces trucs-là ne bougent pas trop, normalement. Et là, je suis sur la version d'évaluation, et ça fonctionne plutôt bien pour ce que j'ai pu en faire. Évidemment, si vous les utilisez, il vaut mieux passer sur la version commerciale, hein, avec une vraie licence, histoire de bénéficier des mises à jour éventuelles et du support. Alors, la 4e solution pour générer des codes barres en Delphi, c'est donc une version open source, sauf que là, en l'occurrence, ça ne génère que des QR codes. Donc c'est très restrictif et je n'ai pas trouvé de solution qui fasse quelque chose de correct pour d'autres symbologies en open source. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre une solution payante qui ferait celle qui vous intéresse si vous avez besoin d'autre chose que de QR code. Et pour les QR codes, éventuellement, de passer par ça directement. Donc là, en l'occurrence, c'est un portage de la librairie, c'est un portage Delphi inspiré de la librairie Z-Crossing. L'avantage, c'est évidemment que c'est gratuit et on a besoin de rien en plus, puisque c'est directement du Delphi aussi, donc pas de DLL, comme c'est le cas aussi pour Ansoft. Donc, petite démo, ici. Là. Alors par rapport à la librairie, elle est disponible sur GitHub. Juste un truc, je vais vous montrer comment je l'ai installé. Donc j'ai téléchargé le zip, je l'ai dézippé, et je l'ai mis dans mon arborescence. Alors là, on est sur la génération, donc c'est celui-ci. J'ai mis dans l'arborescence ici. Donc évidemment, il va falloir faire les liens qu'il faut dans les programmes pour pouvoir y accéder et configurer l'environnement pour qu'il cherche les unités au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, sur la génération, j'ai besoin que d'un seul fichier. Donc je l'intègre directement à mon programme, il n'y a pas de dépendance. Et dans mon unité, évidemment, je l'utilise en implémentation puisqu'il n'y a aucun composant à l'écran, c'est une librairie. Et par contre, celle-ci ne génère pas l'image. Elle nous génère un truc qui nous permet de savoir à quel endroit faire les points, mais c'est à nous de faire le dessin. Donc là, j'ai fait donc la création de la classe. Je remets ma chaîne de caractères dans la zone que je veux encoder. Je choisis le type d'encodage, donc là en l'occurrence en alphanumérique, numérique et je ne sais plus quoi d'autre. Contrôle espace. Voilà, ISO et UF8 éventuellement. Après on a différents paramètres et ensuite à nous de générer l'image. Donc là en l'occurrence j'ai un composant image à l'écran, hein, qui est le seul composant qui est sur la fiche. Et on va définir la taille du bitmap pour dessiner à l'intérieur les différents points blancs et noirs. Alors pour ça, on a une espèce de matrice qui est fournie par la librairie. Donc évidemment, à l'écran, ça donne qu'on a d'habitude. Et là, en l'occurrence, j'ai mis un stretch sur l'image, histoire de pouvoir bouger la taille de l'écran si je voulais. Mais là, en l'occurrence, c'est du dessin à la main, donc que nous faisons nous-mêmes. Et sur le même principe, en fait, on peut récupérer d'autres symbologies sur les sources de Z-Xing et d'autres, et puis se faire le même système pour dessiner soi-même si on a envie. Là, en l'occurrence, ça permet surtout de pouvoir dessiner sur n'importe quoi, sans avoir obligatoirement de contraintes par rapport aux couleurs. Parce que là, on met les couleurs qu'on veut. Tant que ça reste lisible et contrasté, un lecteur pourra les récupérer. Hop. Donc maintenant qu'on a vu la génération, on va passer à la lecture. Alors là, ça va être plus simple. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc la lecture d'un QR code ou d'un code barre, la première étape, c'est de faire la reconnaissance de forme sur une image. Puisque de toute façon, quand on fait un scan, on passe un truc générique, enfin, quelque chose avec plein de choses autour, enfin, ils ont une vraie photo par exemple, et c'est le logiciel qui fait le scan qui doit identifier la zone dans laquelle se trouve le QR code ou le code barre ou l'autre symbologie qu'il utilise. Donc c'est sans doute aussi pour ça qu'on en a moins disponible dans la nature, et que là en l'occurrence, j'en ai identifié que 2 qui puissent faire ce qu'on veut facilement. Là en l'occurrence Winsoft et une librairie open source. Oui, ça c'était bon.
Évidemment, si on en a la possibilité, il est plus facile et plus rapide d'utiliser des douchettes. Parce que quand on utilise la caméra d'un smartphone, par exemple, il y a le temps d'affichage de l'image, de traitement du focus et et l'action en fait de scan de l'image. Si on passe par des appareils qui sont faits pour, déjà ils traitent plus de formats que ce qu'on peut gérer nous par programmation si on en oublie, puisqu'en général les fabricants traitent tout ce qu'ils peuvent traiter. Et en fait c'est un processeur spécifique qui fait le scan, donc on est plus rapide et plus réactif. C'est plus facile aussi. Surtout quand on a des lecteurs qui ont un laser qui pointe directement la zone qu'on veut scanner, comme les lecteurs de supermarché par exemple. Donc certains appareils dont je vous ai parlé rapidement, que vous verrez sur la session de CodeRedge de Fernando, certains appareils intègrent des douchettes directement. Alors en ce qui concerne la lecture dans Delphi avec Winsoft, on a 5 solutions. Donc OBR OBR ou FOBR, donc pour la VCL ou pour FireMonkey avec les 4 plateformes qui sont gérées, et ou directement les librairies. Donc là, on a des composants sur les 2 premiers. Sur les 3 autres, c'est directement le fichier Pascal qu'on doit appeler qui correspond à la librairie Zxing. Les 2 premiers étant sur ZBar. L'inconvénient, c'est que pour Zcrossing, on n'a pas la version iOS fournie par Winsoft pour l'instant, ni Mac. Donc on a juste en fait Windows en VCL et FireMonkey ou Android. Donc il vaut mieux prendre la première solution pour avoir aussi de l'iOS. Voilà, et une fois de plus, en fait, ça embarque des DLL, puisque forcément, ils se basent sur une librairie qu'ils ont compilée et ensuite mappée sur du Pascal. Patrick? Oui. Ouais, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, j'ai quelques questions, c'est pour ça. On me demande si TMS propose des composants QR code sans offline, sans cloud. Non, justement, en fait, sur les codes barres, il n'y a que ce composant-là, en fait, dans la partie cloud. Il n'y a aucune solution pour lire ou écrire lire ou créer des composants, des codes directement. D'accord. Donc là, effectivement, c'est vrai que l'inconvénient du en ligne, c'est qu'on dépend de quelque chose d'extérieur qu'on ne maîtrise pas du tout, donc ça peut disparaître du jour au lendemain, malheureusement. Donc il est fortement recommandé de faire un cache de toutes les images qu'on récupère, hein, évidemment, pour éviter d'interroger systématiquement pour la même image. Et puis, sinon, si on a juste besoin d'un truc, personnellement, je recommanderais plutôt Unsoft, qui fournit les composants pour chaque symbologie qu'on veut. Ils sont pas très chers et au final, ça fait ce qu'on veut dans tous les symboles, surtout en natif. Après, si on veut, si on n'est pas embêté par le fait d'avoir une DLL à embarquer, Winsoft sait aussi très bien la faire. Mais c'est vrai que côté TMS, malheureusement, pas de solution. D'autres questions? Oui, peut-être la différence entre Delphi QR code et Z. Xing. Ouais. Alors, ici, donc en fait, cette librairie, je vais vous montrer la page de présentation. La librairie Z-Crossing, en fait, c'est une librairie qui permet d'interpréter des codes barres, donc des codes barres ou des QR codes et d'autres symbologies. Donc il faut que je parle de code 1D et 2D. Et parce qu'elle sait interpréter des codes, en fait, l'auteur de la librairie sur GitHub s'en est inspiré pour régénérer des codes à dessiner. Mais en pratique, les deux sont pas liés. Enfin, c'est simplement qu'il a pris une partie du code en question et qu'il s'en est inspiré pour faire le dessin. Donc pour le calcul en fait de la taille des carrés et leur positionnement en fonction du texte qu'on passe. Mais les deux sont pas rattachés l'un à l'autre. Enfin, si on prend la librairie Pascal, on n'a pas besoin de la librairie. Disons que si on télécharge la partie open source sur GitHub, on n'a pas besoin de la librairie Zcrossing avec.
Par contre, on peut aller faire un tour dedans pour regarder d'autres symbologies, pour s'en inspirer, pour modifier la librairie Pascal et rajouter des symboles à nous. D'accord. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Mais... Oui. Alors j'ai une autre question tant que je suis là, hein, Patrick. Ouais. On est parti. Le... Oui, c'est très bien. On fait la génération et puis la lecture après, c'est pas rond. ou alors parce que j'en ai quelques-unes en suivant, on peut, parce qu'ils sont pas complètement liés avec la chronologie, donc on pourra attendre peut-être la fin. Je te laisse terminer. Je Comme tu reviendrai veux, tout à l'heure. pas de problème. Ok. Donc, pour la lecture, alors du coup, Winsoft, j'ai dit. Ouais. Donc, la lecture avec Winsoft, génération non. Donc là, il nous faut la DLL. Là, en l'occurrence, elle était embarquée directement dans le programme. Alors, le source, j'ai quasiment rien. J'ai quand même mis les liens vers les liens directs en fait, de la DLL qui est installé dans le dossier de Winsoft. Évidemment, quand on déploie les programmes, il faut passer par l'outil de déploiement pour l'intégrer directement avec l'exécutable ou le faire à la main, si on fait un setup de notre côté. Juste comme je n'ai pas eu envie de gérer la caméra et de faire un fichier image et autres, je triche un peu sur cet écran pour vous montrer la lecture. En fait, je commence par faire une génération de code barre, ou là en l'occurrence de QR code, je crois. Et après, je me sers de l'image qui a été générée ici pour la repasser au composant qui fait la lecture. Donc c'est juste un petit bidouillage pour éviter d'avoir des recherches sur les dossiers et l'arborescence. Voilà ce que ça donne. Donc là, si je tape quelque chose, il me génère le QR code et j'ai bien un truc qui est détecté comme étant un QR code qui contient edit 1. Alors, j'ai pas triché, j'ai pas mis en dur. Hein. Donc là, en fait, le bouton génère l'image et une fois qu'elle est générée, il appelle la reconnaissance. Alors l'avantage des composants Winsoft, c'est qu'en fait, il permet de récupérer plusieurs codes sur la même image. Donc on a la liste complète. Là, en l'occurrence, si je vais donc sur mon bouton, le on-click, donc il y a la partie génération, et une fois que l'image existe, je l'assigne à l'image du composant qui va faire la reconnaissance. J'active, donc là en fait il va chercher la DLL à ce moment-là, enfin à ce moment-là, et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir fait le lien vers le fichier au bon moment, et je lance le scan. Donc là en l'occurrence j'ai lancé un interactif, ça bloque l'écran le temps qu'il le fasse. Bon, c'est une petite image donc il n'y a aucun souci, évidemment si vous le faites sur une application mobile ou ailleurs, il vaut mieux le passer en thread pour ne pas bloquer l'interface utilisateur, surtout si vous le faites sur un flux vidéo. Voilà, et donc en fait, une fois que le code barre est détecté, enfin, le ou les codes barres sont détectés, il appelle un événement, et dedans on a la liste des codes en fait, qui ont été détectés avec un certain nombre d'informations. Donc là en l'occurrence j'ai récupéré la valeur ANSI du symbole, et là je reviens en arrière, et on a aussi le type de symbole qu'il a repéré. Donc évidemment, avant le scan, on peut spécifier la symbologie qui nous intéresse. Si on veut que des QR codes, on peut lui dire, et à ce moment-là, il ignorera tous les autres formats de codage 1D et 2D disponibles à l'écran. Alors sur la vaisselle, il ne gère que l'ANSI, pas de bol. Sur FMX, il gère aussi l'encodage en UTF-8 des textes. Donc là en ANSI, j'ai pas les accents qui passent. J'ai arrêté le programme, oui, donc je relance. Voilà, donc évidemment en ANSI, petit souci, puisque forcément, là par défaut, désormais dans Delphi, on n'est plus en ANSI, donc ça passe en UTF-8 et donc l'affichage déconne. On a accès à la version byte, donc on peut récupérer directement les octets les uns après les autres si on veut interpréter ça à notre sauce, si on a envie. Donc voilà pour Winsoft, et l'autre solution pour faire de la lecture, c'est Z-Crossing, mais le portage complet de la librairie pour Delphi. Donc là, elle permet de reconnaître des codes 1D et 2D.
Le problème, c'est que la librairie d'origine n'est plus maintenue. Alors, juste un truc, oui. Pour Winsoft, c'est basé sur ZBar, pour ceux que je vous ai montré, qui est maintenu, toujours. Et donc Z-Crossing ne l'est plus. Du coup, la librairie Delphi correspondante risque de ne pas l'être non plus. Donc on est limité en nombre de formats reconnus. Et il n'y a pas de documentation fournie avec la librairie, donc on se débrouille avec le seul exemple qui est disponible dans les sources. Donc, voilà ce que ça donne. Ici. Voilà. Et là. Donc la même chose, j'ai régénéré un code, sauf que là, sur ce coup-là, j'ai changé, je suis passé par Unsoft pour la génération. Et la lecture, donc, se fait en code. Donc là, si je clique sur mon bouton, j'ai donc la génération, et derrière, le scan. Alors là, pareil, hein, le scan se fait en interactif, donc si vous le faites sur des images, sur un flux vidéo ou des trucs comme ça, faites-le en thread en pensant à bien verrouiller s'il y a une action par rapport à des composants, à synchroniser le thread dans lequel vous êtes avec le thread principal, pour pas avoir de violation d'accès. Donc là, je crée mon scan. Enfin, Patrick? Oui. Oui, juste une petite seconde. C'est parce j'ai 3-4 questions, je vais au moins en poser 2. On me demande si le code généré est très propre. Que se passe-t-il si l'image du code comporte beaucoup de bruit? L'image du code, c'est-à-dire pour la lecture? Enfin oui, forcément Euh, sur la lecture. mhm, En fait, le problème, enfin, si c'est un code barre, s'il y a du bruit dessus, la plupart des lecteurs n'arriveront pas à le lire correctement. mhm. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toute la hauteur pour le lire. Il y a besoin que d'une seule ligne horizontale par rapport au code. Donc même si c'est un peu tordu, globalement, les systèmes qui arrivent à lire les codes barres, y compris ces librairies-là, arrivent à se dépatouiller. Si c'est du QR code, on a de la redondance à l'intérieur du code, donc si on a une partie qui n'est pas lisible, le reste est susceptible de l'être. Donc on peut en arracher la moitié, par exemple, tant qu'il y a les trois carrés sur les angles, il arrivera à se repérer. Par contre, on est comme dans toute symbologie imprimée avec le problème de si quelque chose se dégrade l'image, qu'il n'y a plus assez de contraste, évidemment, les logiciels de reconnaissance auront plus de mal à lire. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas on n'a pas de meilleurs résultats avec des scanettes qui sont faites pour par rapport à de la reconnaissance sur une photo, si ce n'est que la résolution de la photo joue, évidemment. Si on est sur de la très basse résolution et loin, on n'a aucune chance d'arriver à lire quoi que ce soit. Mais ça, à ce moment-là, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, puisque on va pouvoir jouer avec un scan et la résolution sur un téléphone. Autre question, Maxime? Ah. Euh, Maxime? Bon. Allô, Patrick? Oui, je t'entendais Patrick, plus. oui, tu m'entends? Oui. Alors, ouais, je te remercie. J'ai une autre question. On me dit l'image ne comporte, si l'image comporte bien l'égal, mais si on a une photo qui comporte autre chose, est-ce que cela va fonctionner? A-t-il Alors, détecté la zone je vais en reparler tout à l'heure. D'accord. Merci. Donc là, sur ce coup-là, puisque j'ai eu une question en fait de Serge Girard sur développer.com, et donc j'ai traité la question. Donc j'ai 2 slides là-dessus juste après. Et pareil sur la génération, en fait, on peut générer des QR codes avec des images intégrées, mais on bidouille, parce que c'est pas dans le standard. Autre chose par rapport aux questions, ou je continue? Euh, Non, il y a quelques, Non, non, il y en a certaines, je vais y d'accord. répondre, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, sur la lecture avec la librairie, donc on crée un objet scan manager. Par contre, on lui passe le format qu'on veut lire. Et derrière, en fait, il va scanner l'image directement. Donc là, il a besoin d'accéder au bitmap. Et s'il trouve quelque chose, il nous ressort le texte correspondant. Donc là, contrairement à Winsoft, il ne fait qu'un scan par image, donc à nous de définir la zone à scanner dans l'image pour l'aider un petit peu. Donc là, si je fais ça, ça passe.
Voilà. Et lui, par contre, il gère bien l'UTF-8 correctement. Puisque c'est du Delphi, donc c'est compilé comme le ferait avec les bons strings par rapport à la version de Delphi qu'on utilise. Voilà. Alors ici, quand même un petit détail important. C'est pas un composant, donc c'est à nous de rajouter les librairies qui nous servent. Donc là, en l'occurrence, ces trois-là. Et c'est aussi à nous de donner à Delphi l'emplacement où se trouvent ces fichiers-là. Donc là, on est un peu plus embêté, parce que dans les options de projet, on a plein de chemins d'accès à spécifier, puisque c'est réparti dans plein de petits fichiers. Donc dans les options que je sais jamais retrouver, ça doit être ici. Voilà, on a le chemin de recherche des unités. Il vaut mieux le définir d'ailleurs au niveau global plutôt que directement sur une config. Et on a tout ça à mettre. Donc il y a 10 chemins d'accès à spécifier pour les 10 dossiers qui contiennent les différents fichiers de la librairie. Et ça à faire pour chaque projet évidemment qui s'en servent. Donc c'est un peu fastidieux au départ, mais une fois que c'est fait, ça passe tout seul. Et là encore, pas de doc, donc il faut regarder ce qui est fait dans le projet d'exemple pour arriver à se dépatouiller avec ça. Sinon, elle fonctionne plutôt bien pour les tests que j'ai pu faire. Voilà pour la lecture. Alors je vais vous proposer un cas pratique, sauf si Maxime a des questions sur la lecture, éventuellement d'autres. Non, c'est bon, Non. Patrick. Il y a d'autres, non, j'ai d'autres questions en fait, mais voilà, on me demande à partir de quelle version de Delphi est-on par défaut en UTF-8 Alors c'était Unicode la 2009, hein, si je me souviens bien, où Oui, les strings ont été basculés d'une version, enfin de l'ANSI à l'Unicode. C'est vrai que je dis UTF-8 en général, mais c'est l'Unicode dans Delphi. Euh, et du coup, bah, les strings anciennement sont devenus des ANSI strings et les nouveaux strings sont passés sur le nouveau format d'encodage. Donc ça peut poser problème, mais il faut. Enfin, il y a des infos sur le site d'Embarcadero, normalement sur la partie migration. Il y a plusieurs docs PDF qui parlent de ça. Donc n'hésitez oui, pas à vous oui. reporter là-dessus. Un mail pour ça. Vous pouvez n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin d'informations par rapport à ça. Et d'ailleurs, tu as déjà sûrement dû à traiter certaines migrations de ce type, Patrick, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Ouais. Bon, en général, ça se fait bien. Enfin, tant qu'on n'utilise pas les chaînes de caractères octet par octet comme on a pu le faire dans le temps à cause des chaînes Pascal, donc le premier caractère, enfin le premier octet correspondait à la longueur et puis chaque autre caractère du tableau correspondait à un code ASCII en fait. Tant qu'on n'utilise pas trop ça dans les programmes, en général, ça passe globalement facilement. Donc si pas de questions, je vais vous passer un petit cas pratique avec 3 programmes. Donc 3 programmes qui vont nous permettre de lire des codes barres en fait et de lire des codes barres, des QR codes sur un mobile, et puis de configurer une application mobile à partir d'un code qu'on aurait généré ailleurs. Et petit challenge, j'ai utilisé donc l'AppTestring pour jouer à ça. Donc j'ai découpé en 3 parties. La première partie, c'est une application qui servira à la configuration. Donc là, en l'occurrence, je l'ai développée sous intraweb. Une deuxième qui gère la liste des livres dans une base de données, et puis la troisième qui est la version mobile qui se contente de faire des scans et d'afficher les informations qu'on lui renvoie. Petit rappel sur l'AppTestring. Donc l'AppTestring, c'est une techno qui a été fournie par Embarcadero depuis je ne sais plus quelle version XE de RadStudio et Delphi C++ Builder, qui permet à travers 2 composants, le TTSring Manager et TTSring App Profile, j'ai oublié le app ici, de faire l'échange d'informations, en fait, du partage de ressources et d'actions entre plusieurs programmes. Donc ça passe en broadcast, il n'y a pas de notion de client-serveur, c'est chaque programme peut envoyer des informations à n'importe lesquelles. Simplement, le premier qui se déclenche fait l'écoute sur réseau et puis tous les autres se connectent dessus et se connectent entre eux. Ce qui permet de partager directement des variables ou de faire du RPC ou de s'envoyer des messages ou des streams directement d'un programme à l'autre. Et donc là, en l'occurrence, je m'en suis servi avec la reconnaissance automatique pour la connexion.
Pour ça, il y a juste besoin de remplir deux champs. Le password au niveau du manager, qui doit être le même sur tous les managers qui doivent se connecter les uns aux autres, et le groupe au niveau du profil, qui doit être le même sur tous les profils associés au même manager ayant le même, au manager ayant le même mot de passe. Puisqu'en fait, on a un manager, X profils derrière, pour du partage de ressources. Le manager a le mot de passe et gère la connexion. Les profils en dessous gèrent uniquement l'échange d'informations. Vous avez évidemment la documentation sur le site Embarcadero avec le lien ici. Alors, mon premier programme, ce sera le programme de configuration. C'est juste un petit programme intraweb, parce que je me suis dit que potentiellement mon ordinateur pouvait ne pas afficher les informations ou je pourrais avoir des soucis avec le téléphone, donc autant que le QR code que je génère qui va servir de configuration soit accessible ailleurs. Donc j'ai fait un programme intraweb pour ça, pour avoir une page web en fait. Et ce programme-là, il va se contenter de générer le mot de passe que je vais utiliser entre l'application qui gère la base de données et le mobile. Et lui, quand il génère le mot de passe, en fait, il le transfère à l'application qui gère la base de données pour qu'elle le connaisse. Donc en gros, j'ai deux app tethering en fait sur le réseau, un entre la partie intraweb et la partie gestion de base, et un entre la partie gestion de base et la partie mobile. Alors par rapport au programme intraweb, j'ai mis les composants au niveau du serveur. Enfin, on a trois unités en fait qui sont générées quand on crée un projet intraweb. L'unité qui sert de première fiche, une unité qui sert aux variables utilisateurs de session, et une unité au niveau du serveur, donc qui elle est créée en permanence et qui est active en permanence, sans qu'on ait besoin de session ni de thread pour y accéder. Donc c'est là que j'ai mis mes composants pour être tranquille. Évidemment, suivant comment vous travaillez, vous devez faire attention aux histoires de synchronisation de thread principal et d'accès et ainsi de suite, parce que dans mon cas, j'ai pas le souci, donc je m'en suis pas préoccupé, puisque j'ai qu'un seul programme qui va y accéder à la fois. Dans un vrai site internet, on a des cas évidemment où plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux mêmes infos, donc méfiance. Alors le programme intraweb, il est là. Donc là, en l'occurrence, j'ai ici, j'ai fait l'intraweb 15, et ça doit fonctionner avec la version 14 qui est disponible pour tous les utilisateurs de Delphi en téléchargeant directement depuis le site de A to Z le source install. Ici. Donc sur ma fiche principale, qui est la seule, en l'occurrence, j'ai donc un champ de saisie, un bouton et une image. Et voilà. En termes de code source, si j'arrive à accéder, il n'a pas l'air de vouloir aujourd'hui. Si. Voilà, donc en termes de code source, sur le clic sur le bouton, je récupère le texte qui vient du champ de saisie, je le mets dans mon composant barcode que j'ai stocké au niveau du serveur. Donc là, en l'occurrence, ici. L'ordinateur commence à chauffer. Il doit commencer à saturer un petit peu. Donc sur ma fiche serveur, en fait, celle qui est créée en permanence, j'ai mes deux composants AppTethering et le composant barcode qui, en l'occurrence, venait de TMS. Puisque je suis sur du web, je me dis que j'ai la connexion Internet, donc je peux me permettre. Et donc, sur ma fiche, sur le clic sur le bouton, je récupère le texte qui a été saisi, je le mets dans le champ input du composant barcode, qui est en fait la propriété qui va être transformée en code barre, ou en QR code en l'occurrence, et j'enregistre le résultat qui a été généré par le composant barcode vers un fichier. Donc là, dans getDocumentPath, le fichier qrcode.gif. Donc là, je triche, en fait, je ne récupère pas l'URL, je vais générer une image, puisque le composant permet de récupérer soit l'URL pour l'appeler ensuite, soit d'enregistrer un fichier à partir de l'URL générée. Donc là, je génère l'URL que je stocke en local, et dans mon image, au niveau d'intraweb, il faut que je désactive le int, il est trop rapide. Donc sur l'image au niveau d'intraweb, je fais un load from file de l'image directement. Et une fois que j'ai généré mon image à l'écran, donc ça va afficher la page, hein, et au niveau de l'AppTethering, je remplis la variable password avec le nouveau mot de passe. Et en fait, c'est parce qu'au niveau du profil ici,
j'ai partagé une ressource qui s'appelle password. Voilà. Elle est en shared, donc elle part d'ici et elle va vers d'autres appareils. En fait, le fait d'associer une valeur à cette propriété-là va déclencher le transfert d'informations à tous les logiciels qui sont connectés avec le même profil utilisateur et même mot de passe du manager. Donc tous ceux qui sont connectés vont le recevoir automatiquement. Alors, je le lance. Et lui, je vais le laisser en marche en permanence puisque ce sera la base. Donc là, juste pour vous montrer, donc je génère un code. Hein. Hop, voilà. Alors comme j'ai toujours pour l'instant rien de connecté, la partie AppTethering ne fait rien. On va passer sur le deuxième, donc la gestion de la base de données. En fait, mon deuxième programme, il va se contenter de gérer une base en local. Donc là, je suis passé par des TFD memtable pour la stocker, et la persistance pour qu'il gère lui-même la liste des fichiers, enfin des informations. Et je suis en VCL, donc des composants TDB quelque chose avec un tdata source qui pointe sur le TFD memtable. J'aurais pu utiliser live binding comme j'aurais pu le faire aussi en FireMonkey si j'avais envie. Là, en l'occurrence, c'était pas nécessaire. Et donc le programme de gestion de la base, en fait, il va communiquer avec le programme de configuration en réception du mot de passe et en réception aussi des codes barres qui seront faits, qui seront envoyés par les applications mobiles. Et lui, il renverra les informations qui viennent de la base de données quand il recevra une information venant de l'extérieur. Alors, hop, il est ici. Alors je laisse bien l'intraweb démarrer, hein, parce qu'il va en avoir besoin. Donc là, je suis sur une application VCL, j'ai ma grille, un DB Navigator et un mémo. Dans le mémo, je vais stocker tous les messages qu'on envoie, qu'on reçoit, comme ça on a une visibilité. Le Tethering Manager ici et le App Tethering Profile ici correspondent à la config. Et donc dans mon profil ici, j'ai partagé aussi une ressource, mais cette fois-ci en copie. Donc je suis sur la ressource, le numéro peu importe, hein, il faut juste qu'elle ait le même nom et qu'elle soit en mirror si de l'autre côté elle est en shared. Donc le shared envoie, le mirror reçoit automatiquement. Et donc là, je pourrais faire des ressources data ou stream si je veux. Donc si au niveau de config, on envoie quelque chose, le programme va les recevoir ici. Je vais revenir dessus. Non, reviens là. Voilà, donc je les reçois ici, et donc il déclenche l'événement ressource receive. Et là, en fait, je récupère ma ressource avec l'information qui a été transmise. Donc là, en l'occurrence, à ressource.value.string pour avoir le nouveau mot de passe que je stocke au niveau du deuxième manager. Et donc, cette partie-là, ce manager-là et ce profil-là vont communiquer avec les applications mobiles. Donc là, mon programme intraweb, en fait, il va configurer ce programme-là pour la connexion vers les mobiles. Et grâce au QR code, les applications mobiles vont pouvoir se connecter avec le même mot de passe. La partie base de données, elle est gérée tout simplement avec un FD memtable qui a deux champs que j'ai créés dans le concepteur, hein, un gencode et un titre, qui sont en string, un data source qui pointe sur le memtable, un composant de stockage binaire, puisque en fait le fait de stocker en persistant nous oblige à spécifier dans quel format on veut le mettre. Donc là, j'ai stocké en binaire plutôt que du JSON ou du XML. Mais là, c'est un choix comme un autre. Et voilà pour la base de données. Donc évidemment, le champ grille permettra de faire les ajouts et modifications si j'ai envie. Au démarrage de la fiche, je me contente de déclencher la connexion de l'AppTethering 1, donc celui qui va se connecter au programme intraweb. C'est pour ça qu'il faut que l'intraweb soit démarré avant et qu'il soit actif. Donc je vais lancer ça. Voilà. Je te raccourcis. Juste histoire d'avoir les deux à l'écran, puisqu'après on aura besoin du troisième.
Voilà, donc là, j'ai mon application gestion de base de données, donc je peux saisir des choses si j'ai envie, et j'envoie un mot de passe. Donc le nouveau mot de passe, ce sera celui-là. C'est un peu moche, j'en conviens, donc je vais mettre un Hello World. Et voilà. Donc ça, il a récupéré juste par l'aptaiserie entre les deux. Et donc on va pouvoir passer à la troisième partie. Donc c'est la partie lecture des QR codes et code barre sur le mobile. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un programme avec deux onglets. Le premier sert à la config, le deuxième sert à la lecture des codes barres provenant de livres pour récupérer les titres, par exemple, et d'autres informations si on les avait sur la base de données. Donc la lecture se fera à partir de la caméra du smartphone. Un côté QR code, un côté code barre, et du tethering pour le dialogue avec l'autre. Attention à un point important, quand on utilise la caméra, donc il y a deux choses à faire. Là, en l'occurrence, sur Android, je suis sur un vieux téléphone, donc je n'ai pas rajouté le code qu'il faut désormais mettre pour demander l'autorisation d'utilisation de la caméra. Vous pouvez le retrouver dans les exemples fournis avec Delphi. Par contre, il y a quand même une chose qu'il faut mettre, c'est que systématiquement, quand l'application perd le focus, il faut qu'elle libère la caméra. Donc le composant TCamera Component doit être désactivé quand on coupe l'application ou quand elle se met en background. Donc il faut aussi pouvoir réactiver la caméra quand on reprend le focus. Et l'aptaisering fonctionnant en broadcast, si j'ai plusieurs programmes de gestion de base de données qui sont sur mon réseau, ce qui est tout à fait possible, avec le même mot de passe, en fait, mon application mobile va se connecter à tous les programmes de gestion de base de données. Donc dès qu'on dira quelque chose, ça va être envoyé à tous ceux qui sont connectés à elle. Et donc, comme chaque programme va lui répondre, bah, on va se retrouver avec un certain nombre de réponses en plus du nombre d'envois. Donc méfiez-vous, si vous voulez faire du client-serveur avec l'aptaisering, vérifiez bien que le programme ou le module en fait qui doit être utilisé comme serveur est bien le seul sur le réseau. Sinon, vous risquez d'avoir des petites surprises. Alors, on part donc sur le troisième programme qui est ici. Pardon, là. Donc là, c'est du FireMonkey pour que ça passe sur le mobile. Donc il y a un peu plus de choses à l'écran. Donc mon composant Tab Control, donc avec les deux onglets qui vont juste me permettre de savoir dans quel état je suis, alors en configuration ou en lecture, avec en lecture un champ de saisie éventuellement et un bouton qui va nous permettre de simuler l'envoi d'informations, un mémo qui va récupérer toutes les informations transmises vers le client histoire d'avoir une trace, et une image. Cette image-là va récupérer l'image venant de la caméra pour chaque frame. J'ai aussi utilisé le composant Winsoft en embarquant la DLL correspondante. Donc là, je pars sur du Android. Du coup, dans l'outil de déploiement, j'ai rajouté ces deux lignes-là. Ça. Donc pour la configuration de debug et la configuration de release, on pointe sur la librairie d'origine et on lui donne l'emplacement dans lequel on veut l'emplacement dans lequel on veut stocker la librairie dans l'APK. Donc ça, c'est indiqué sur le site web de Winsoft, hein, évidemment, et dans la doc. Donc il n'y a pas de question à se poser. Et donc le FOBR, lui, pareil, en fait, quand je détecte quelque chose, je vais traiter l'information en fonction de l'emplacement où on est. Et quand j'ai une frame au niveau de la caméra, donc je vais remplir le champ bitmap à partir de la caméra, et je vais déclencher le scan, que je passe cette fois-ci en thread. Alors si vous voulez du détail sur le code, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, je pourrais y revenir là ou sous forme d'article sur le blog ou à part, c'est pas un problème. Je crois que j'ai tout dit là-dessus, donc on va pouvoir lancer le programme. Alors, petite surprise, est-ce que mon téléphone arrive à nouveau à récupérer le réseau? Ce qui n'était pas le cas il y a quelques minutes. Donc ça c'est démarré, c'est bon. Est-ce que je peux partager ça? Hop là. Donc j'ai la télévision du voisin et j'ai bien l'ordinateur en local. Génial. Donc on va s'économiser le temps de compilation. Mon programme il est là, quelque part ici.
Alors, je déclenche la lecture sur l'image en cliquant dessus. Normalement, vous allez avoir une image. Et donc là, je me suis préparé une pile de livres, histoire de jouer. Donc vous voyez, la lecture se fait assez rapidement, hein. Il faut juste qu'il ait fait le focus sur l'image. Par contre, je suis un peu loin. Le problème, c'est que j'ai l'habitude d'avoir l'impression d'avoir la caméra au milieu. Ah, il a perdu la connexion, non. Il a juste changé d'orientation, c'est pas grave. Donc là, par contre, on est en mode configuration. Donc, enfin, on est en mode lecture. Le problème, c'est que le mot de passe qu'il a lu la première fois ne correspond pas à un mot de passe ici. Donc, il n'a pas dialogué avec le programme. Je vais repasser en config. Alors, il ne faut pas que je le fasse avec la souris, mais avec le doigt sur l'écran, le truc classique. Et étant en configuration, je peux aller sur le programme intraweb, donc Google Chrome en l'occurrence, et aller lire le QR code, si je ne fous pas le câble devant. Donc il a lu Hello World. Voilà, donc il a bien mis en tant que password. Donc là, normalement, les lectures suivantes, il doit me les envoyer à l'autre application. Alors je vais essayer d'avoir les deux à l'écran, histoire que vous y voyez quelque chose. Bon, l'orientation, c'est le programme de réplication de l'écran qui déconne. Faut pas y faire attention. Hop. On va focus, voilà. Et donc, si je prends un bouquin, voilà. Donc là, mon application mobile a bien lu le code. Elle a envoyé au programme de gestion de la base avec ce numéro qui n'existe pas dans la base, donc il a rajouté l'élément dans la base et j'ai un OK ici à cliquer. Et si je vais sur un code qui existe, faut juste que j'arrive à le choper parce que j'arrive pas. Ouais. Faut que je regarde le téléphone au lieu de la caméra, je suis désolé. Donc là, je vais sur un code qui existe, il trouve l'information et donc il l'affiche. Voilà. Et donc là, j'avais bien les infos. Donc la configuration se fait par la lecture du QR code, et une fois que je suis configuré que mon Tezring Manager local a le même mot de passe que celui de l'application de gestion, tous les codes qui sont lus sont envoyés à l'application de gestion. Ici. Donc ici. Dans celui-ci. Donc si j'étais en... Là en l'occurrence, comme je peux lire plusieurs codes parce que je suis passé par le composant Winsoft, je prends que, enfin je les consulte tous, mais en réalité il n'y en a qu'un seul qui est dispo sur les images que j'ai dispo. Si je suis en config, je me contente de modifier le manager et de relancer une connexion automatique. Et dans le cas contraire, ben, j'envoie la ressource, enfin je modifie la ressource CB que j'ai créée dans mon profil, ici. Qui est en shared. Donc je remplis sa valeur et côté, je retrouve l'application, sur l'autre appli en fait, une fois qu'il reçoit ça, il la traite et il va chercher dans la base de données où il crée l'information. Non. Donc là on est sur profil 2, qui a donc une ressource partagée en mirror normalement. Voilà. Qui s'appelle bien CB, et donc sur son événement receive, alors j'espère que vous n'entendez pas la ventilation de l'ordinateur, mais c'est là où je sais qu'il faut que je le surélève un petit peu. Donc là sur le receive, en fait, je reçois quelque chose dans le string de ma ressource, je le mets dans le gencode, je le cherche dans la base de données, s'il existe, j'en récupère le titre, sinon bah, je crée un enregistrement dans la base. Et je renvoie la réponse avec un send string.
Là, je ne passe pas par une ressource partagée. Ça permet de choisir le profil vers lequel j'envoie. Donc là, pour l'exemple, j'envoie que sur le premier parce que je sais que j'avais qu'un seul appareil. Après, il faut un système d'identification des différents appareils pour le renvoyer la réponse, puisque pour l'instant, le A ressource ne contient pas les informations concernant l'émetteur. Donc c'est à nous de savoir qui nous a envoyé l'info. Du coup, le sendString peut être envoyé à n'importe qui par hasard. Donc là, j'ai pris le premier parce que je sais que j'en ai qu'un seul. Et je lui envoie directement une réponse qui s'appelle réponse et qui a du texte. Et donc, l'autre programme, j'aurais dû les mettre dans le même groupe pour les afficher tous les deux. Il reçoit sa réponse. Dans le profil, avec un accept ressource qui teste ou pas s'il a le droit d'accepter les informations. Donc là, j'ai envoyé un truc qui s'appelle réponse, donc il regarde si le int de ce qu'il reçoit s'appelle réponse et il l'accepte ou pas. Et une fois qu'il l'a accepté, en fait, on passe à un autre événement qui le reçoit ici. Et je reteste pour être sûr, hein, parce qu'on peut éventuellement avoir d'autres choses qui soient envoyées, et je me contente de faire un show message. Voilà. Donc là, je pense que j'ai répondu au challenge de Serge par rapport à la tethering, et j'espère avoir répondu pour tout le monde par rapport au QR code et autres. Donc, bonus poisson-chat. On peut intégrer des images dans un QR code en les mettant à deux endroits particuliers, au milieu, ou sur l'angle en bas à droite. Parce qu'en fait, la redondance permet au lecteur de tout retrouver. Par contre, il ne faut pas que l'image dépasse le tiers de la zone dans laquelle elle est, en fait. C'est un tiers ou un quart centré. Donc vous pouvez faire des essais, après ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas, ça dépendra du lecteur que vous utilisez. Vous pouvez les générer à la main, et générer le QR code avec un fort niveau de redondance, et rajouter sur l'image directement l'image qui vous intéresse, si vous voulez intégrer l'image dans un QR code. Comme vous pouvez aussi utiliser le QR code directement sous forme d'image. Donc là, en fait, au lieu de faire des points noirs, j'ai utilisé les images, j'ai triché, je suis passé par un site internet qui le fait. Mais là, en l'occurrence, l'image, en fait, sert de masque le QR code sert de masque sur une image et peut fonctionner aussi parce que le contraste est suffisant entre les deux. Recommandation, si vous utilisez ce genre de choses, arrangez-vous pour mettre vos images en noir et blanc quand vous les scannez, pour être sûr que ça passe. Parce qu'en fait, on a les effets dans Delphi qui permettent de le faire facilement avec FireMonkey. Vous appliquez un effet qui prend juste la zone noire et la zone blanche, le rempli ou pas rempli, pour avoir un vrai contraste, et vous lancez le scan dessus, comme ça vous permet de tout vérifier si vous mélangez des images et des QR codes. Voilà. En conclusion, on a vu les quelques solutions les plus accessibles sur Google, en tout cas pour faire du QR code et des codes barres dans Delphi. J'espère que j'ai répondu à la problématique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser des questions maintenant ou plus tard, puisqu'évidemment j'y répondrai si vous me les envoyez par email via le blog ou sur développer.com dans le thread concernant ce webinaire. Voilà. Oui, alors juste une dernière chose, si vous voulez utiliser des solutions sécurisées, évidemment vous n'utilisez pas de code barre ou de QR code, mais vous passez plutôt pour du RFID et du NFC ou de la double authentification. Ou de la double authentification systématique, pour être tranquille, qu'elle soit automatisée ou manuelle avec d'autres appareils. Voilà pour ce webinaire. Donc vous retrouverez toutes les infos sur le blog d'ici demain, le temps que je rédige l'article avec tous les liens. Maxime a parlé des prochains événements, donc ça doit être bon pour vous. Et donc on peut passer aux questions-réponses. Alors en fait, Patrick, il y en a eu quelques-unes auxquelles j'ai répondu, en fait, entre autres aussi, d'autres que je t'ai posées au fur et à mesure. On me demande si quelque chose sur le tethering est-il envisageable dans un futur proche. Aucune idée. Là, je crois qu'on ne peut pas vraiment répondre.
C'est dans Delphi, hein, enfin intégré dans Delphi, il faut faire des demandes à Embarcadero, donc vous pouvez passer par quality.embarcadero.com pour faire une demande de nouvelles fonctionnalités. Mais vu que ça existe à l'extérieur, il y a peu de chances qu'ils mettent des ressources pour créer ce genre de choses qui existent chez tes partenaires. Enfin là sur ce coup-là, j'y crois pas trop. Mais vous pouvez toujours faire la demande. D'accord, je parlais d'un tuto, Patrick, hein. Ah, pardon, tuto. Ouais, alors il y a même s'il y a des choses qui sont déjà présentes sur développer.com. Et puis, Tuto par rapport au QR code? alors il faudrait préciser, mais dans la question, ça ne l'est pas, c'est pas précisé. Parce que là, enfin, C'est sur le TC-Ring, quoi. Après, tuto, effectivement, il y a des choses sur développer, il y a des choses. Enfin, sur les choses qui sont intégrées, notamment la Ring, la doc d'Embarcadero a bien évolué et est assez complète, hein. Donc on peut se référer dessus, comme il y avait aussi un très vieil article de Malcolm Grove Oui. qui parlait de ça dès que la techno est sortie. Donc enfin, il y a pas mal de choses. Pour les QR codes et autres, on avait Andrea Magni qui a fait un article il y a 2-3 ans, je crois. Qui est MVP italien, c'est ça? Sur les QR codes et sur l'intégration dans une application mobile. Enfin, il y a des choses qui se trouvent en cherchant les bons mots-clés sur Google. Là, en l'occurrence, les mots-clés à connaître, c'est ZBar, Zint ou ZXING, qui sont les 3 librairies les plus utilisées et donc à partir desquelles la plupart des gens travaillent. Et on me demande aussi quand Delphi va proposer son propre composant QR code. Et du coup, je viens de répondre. A priori, il n'y a aucune annonce là-dessus, donc sauf miracle. Il n'y a pas de raison qu'Embarcadero bosse dessus. Il est préférable qu'il bosse plutôt sur les nouvelles plateformes et qu'il laisse ces petites joyeusetés à d'autres qui l'ont déjà fait, à mon avis. Mais, je vais garder, je vais juste reparler une petite minute ou deux. Si entre-temps il y a des questions, comme ça, vous n'hésitez pas à me les poser si c'est le moment. Et je vais juste revenir une petite minute pour rappeler qu'il y a donc des événements dans quelques semaines. Et le premier meet-up à Lille, le 25 avril. Donc retrouvez-nous, on sera présent. Donc moi-même et Patrick Prémartin. Donc on va faire une présentation. Vous avez toutes les informations sur le site Meetup et surtout sur Barnstead en fait événements. Là vous retrouvez tous nos événements sur le premier semestre. Et donc on sera présent avec Patrick à Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. Comme j'ai dit, les présentations en fait sur ces 4 lieux vont être un petit peu plus denses que d'habitude. Où ces 2 dernières années, on avait un format d'une demi-journée. Bon, c'était quand même assez dense, mais on avait les présentations de l'IDE toute la matinée et puis de toutes les nouveautés. Là, ça va être le cas aussi. Mais en plus, dans l'après-midi, alors comme j'ai dit tout à l'heure, on fait venir une école, Simplon, justement, qui sur une zone géographique, alors plutôt pas très loin de Lyon, qui des diplômes de niveau 3 et 2, donc pas plus 2 et bac plus 4 sur alors, développeur informatique, plus avec quand même l'option formation à Delphi. Et on aura aussi des cas justement des sociétés qui vont venir présenter comme Stéphane Vanderkok justement qui sera là à Lyon pour présenter l'application KissKiss. Certains d'entre vous l'ont déjà vu peut-être et donc ce sera l'occasion, il sera là en chair et en os, ce sera l'occasion de lui poser des questions. On aura 2 MVP présents à Lyon. On aura également 2 MVP présents à Marseille puisque Paul Todd sera là pour nous présenter une application également en chair et en os. C'est assez rare pour être souligné, donc j'invite tout le monde à venir nous voir et à venir discuter avec nous. Et puis on aura le repas pour ça, voilà, dans toutes ces villes. Et puis alors le meet-up de Lille, c'est pas rapidement, c'est vrai qu'il y a des meet-up on a mis en place à Paris. Il y en a eu quelques-uns à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. On est en alors je vois il y a des questions qui tombent justement, on me demande à Strasbourg, etc. Oui, on est en contact avec quelqu'un, avec une société à Strasbourg qui veut justement, qui veut bien s'en occuper parce qu'on peut pas être présent malheureusement partout
et à tous les endroits en France en même temps. Et donc c'est vrai que je sollicite parfois, voire même à chaque fois, des responsables pour s'occuper dans chaque ville des meet-up, même si notre société va justement aider et puis sponsoriser ces soirées-là avec sur des lieux, des choses comme ça. Ça c'est quand même à rappeler, on le fait à chaque fois. Et alors j'ai d'autres questions par contre, Patrick là. Ouais. Sinon je vais en parler pendant. Je peux continuer à en parler pendant longtemps. Mais alors, on me dit, tous ces composants sont-ils utilisables en C++ Builder? Alors, comme tous les composants en fait fournis avec Delphi, ils sont compatibles avec C++ Builder. Donc les propriétés sont accessibles. Par contre, alors les Winsoft, ils sont officiellement supportés pour C++ Builder. Sur Ansoft, je ne sais plus. Bah, sachant que de toute façon, il y a des versions d'évaluation pour chaque, hein, donc faut pas hésiter à télécharger et voir si ça passe. Mais c'est vrai que tous les exemples que j'ai vus étaient en Delphi de toute façon pour tous. Alors TMS, TMS. Oui, c'est bon pour TMS aussi. Winsoft c'était bon et donc il restait Ansoft. Sachant par contre les deux librairies open source que j'ai citées sont du Delphi, donc il n'y a pas enfin, il y a pas l'accès en C++ Builder dessus. Par contre, il y a pas mal de librairies, enfin les Zxing et autres sont en C directement. Donc vous pouvez les appeler depuis C++ Builder, surtout depuis la version 10.3 où le compilateur permet aussi de faire des compilations classiques de librairies qu'on retrouve sur GitHub et d'autres, puisqu'il prend en compte le makefile habituel. Donc là, sur du... bah si, de toute façon, oui, il est spécifié aussi, donc c'est bon pour tous. Tous les composants payants sont dispo, et donc pour les autres, en fait, il faut faire juste la compilation avec les bons paramètres. Mais là, il faut alors que je me souvienne, normalement, David Millington avait mis quelque chose sur le blog, sur la Community Edition, enfin sur le community Ouais, tout à fait. .com, concernant la compilation de librairies open source depuis C++ Builder, depuis la dernière version. Donc là, il faut regarder sur community.idera.com ou community.embarcadero.com qui devrait atterrir là-dessus, et aller sur la partie de David et fouiller un petit peu. Ouais. Donc là, je crois qu'ils en parlait dans cet article-là, à vérifier. Sinon, faut pas hésiter à le contacter ou à nous reposer la question pour retrouver les liens qu'il vous faut. Normalement, vous avez aussi dans la doc de Delphi, maintenant, depuis la 10.3, sur la liste des mises à jour, il doit y avoir le lien qui permet aussi d'expliquer comment utiliser des librairies open source et autres directement dans un projet C++ Builder avec le compilateur actuel. Ouais. Ouais, merci Patrick. J'ai 2-3 autres questions. Ouais. Alors, il me semble que tu y as répondu déjà, mais je la repose quand même parce qu'on vient de me la poser. Quand on veut lire un QR code à partir d'une image, quelle est la résolution minimum de l'image à utiliser? Ah oui. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit. Là, en l'occurrence, dans mon appli, en réalité, il n'y a pas de résolution minimale. Ça dépend de la qualité de l'appareil photo, enfin, du capteur qui est utilisé. Là, j'étais sur la lecture. Sur mon application mobile, comme j'ai un vieux téléphone, enfin, en l'occurrence un Wiko de chez Wiko Mobile, il est où l'activation? Elle se fait ici. J'ai spécifié le focus pour qu'il soit en autofocus normal, et par défaut, il a une grosse résolution. On a aussi au niveau de la caméra la possibilité de passer en basse résolution, haute résolution ou moyenne. Alors je ne sais plus quelle est la propriété par cœur, mais on va la retrouver. Capture settings, quality, voilà. Donc on a 5 résolutions dans les composants caméra, alors là en l'occurrence sur du FireMonkey, il y a l'équivalent sur la version caméra VCL. Et alors le lot ne passe pas du tout, mais en gros ça fait du 320 par 200 et c'est hyper pixelisé. Donc il faut à partir du medium ou enfin medium, high quality et photo quality. Après ça dépend des appareils. Plus on augmente la résolution, plus il prend de temps à faire le scan de l'image, puisque forcément il cherche pixel par pixel, puis ensuite il dézoome. Donc pour la reconnaissance de forme, il faut trouver un ajustement qui correspond aux appareils qu'on veut distribuer. Si c'est pour une application interne à une entreprise,
Sinon, bah, on laisse la résolution par défaut. En général, c'était high quality, je crois, et ça passe bien. Mais c'est vrai que la résolution, en fait, joue plus sur le temps de scan qu'autre chose. Après, bon, on a des multicœurs sur les téléphones. Maintenant, ça fonctionne correctement si on fait bien tout en thread et qu'on fait pas surtout 2 scans à la fois. Ça, c'est à éviter, évidemment. Ici. Mhm. C'est pour ça que là, dans mon programme, je ne lance le scan que quand je n'étais pas déjà dans un scan. Donc je me suis fait une variable globale au niveau de la classe, enfin au niveau de la fiche, qui permet de tester si je suis en scan ou pas, et quand il a fini le scan, je la désactive. Ça permet de garder les images les unes après les autres, mais par contre de ne faire la vérification d'un code qu'une seule fois sur le même type d'image, parce que ça sert à rien de scanner 10 fois la même image ou 10 frames en fait du flux vidéo si on n'a pas bougé. C'est un peu idiot. Donc autant faire un petit peu d'économie d'énergie sur les appareils et tester si on est en train de scanner ou pas avant de le lancer. Mais en termes de résolution, la base est pourrie en général, donc il faut monter un petit peu. Mais dès qu'on a une image claire, en fait, il arrive en général à faire la reconnaissance dessus. D'accord, j'ai une autre question, Patrick. Alors, concernant l'app tethering, en fait, est-il possible d'utiliser en mode client-serveur? Si oui, avez-vous des exemples à partager? Bah, c'est un peu ce que j'ai fait ici. Hein. J'ai enfin, en fait, j'ai 2 serveurs, l'application intraweb qui envoie des informations à tous les autres, et puis l'application de gestion qui elle-même répond avec des sendstring et sendstream éventuellement aux autres, mais c'est pas fait pour. Enfin, c'est clairement fait pour du partage d'informations en réseau local ou en Bluetooth, sans se préoccuper de la partie réseau pour le développeur. Si on veut faire vraiment du client-serveur, il vaut mieux passer par du REST ou des vrais serveurs, enfin des vrais serveurs. Disons un web broker ou RAD server ou autre, si on veut faire un vrai truc accessible à distance. Et en local, on utilise le composant d'Indy par exemple, ou les sockets pour faire de la lecture sur un port et puis l'envoi d'informations depuis les autres appareils. C'est plus propre. Sinon, si vous voulez réellement faire du client-serveur avec de l'app tethering, en fait, il vous faut le même app tethering manager et app tethering, enfin, et tethering manager, pardon, et tethering app profile sur chaque appareil, enfin sur chaque logiciel, pardon. Et en fait, c'est par code que vous savez lequel sert de serveur et lequel sert de client. Mais le système automatique de partage de ressources peut ne pas fonctionner parce que lui, en fait, il fait du broadcast. Par contre, on peut gérer tout à la main si on a envie. Donc avec des send string comme je l'ai fait ici. Mais à nous d'identifier chaque appareil en fonction de l'identifiant. Enfin, chaque trame en fait doit être envoyé, ou chaque message doit être envoyé avec l'identifiant en clair de l'émetteur. Et puis on peut aussi envoyer du JSON si on a envie, parce que maintenant c'est géré directement. Ici, j'ai modifié rien. Donc, hop. Voilà. Donc là, le send, si l'assistant se déclenche, le send peut envoyer pas mal de... Je te laisse la main, Patrick, pour Ah, si tu veux partager ton écran. il était plus? Non. D'accord. C'est ça. Donc le send, en fait, il permet d'envoyer des strings ou des streams. Donc à nous de mettre dans la chaîne de caractères ou dans le stream les informations qui nous permettent d'identifier l'émetteur pour pouvoir lui répondre derrière. Sachant qu'il nous faut juste l'identifiant du profil sur lequel on est. Donc ça, on l'a avec ta-profile, tethering-profile, machin, point identifier. Ça nous permet de récupérer en fait les informations de chaque côté et puis de dialoguer l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment à faire à la main en fait. Et sinon pour la question, y a-t-il des exemples? Je n'ai rien vu qui permette, enfin je n'ai vu aucune doc ou quoi que ce soit qui dise comment faire du client-serveur avec de l'app tethering, vu que a priori
c'est pas fait pour. Mais il y a peut-être. Là, j'ai pas trouvé quoi que ce soit. Après, s'il y a une demande spécifique, faut pas hésiter à me l'envoyer par mail et puis je verrai ce qu'on en fait sous forme de presta ou directement sur un article de blog ou un tuto. D'accord. Bon, je te remercie, Patrick, déjà dans un premier temps, parce que on est de plus en plus nombreux à tous ces webinaires depuis qu'on a mis en place depuis déjà un an. Là, on était plus de 70 inscrits là, juste pour aujourd'hui. Donc merci à toi, c'était excellent parce qu'on a perdu personne en route en plus. Et, et puis donc, bon, on va continuer, je pense même de plus en plus fréquemment, puisqu'on est, on est quand même, je sais pas qui a dit que, où on a pu voir que Delphi était en baisse ou en perte ou quoi que ce soit, parce que nous, c'est tout le contraire. En fait, on est de plus en plus d'inscrits, de plus en plus nombreux et de plus en plus sollicités. Donc, c'est quand même, voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas, c'est dû à l'engouement et puis pas mal d'investissements que enfin, de ta part aussi. Donc, voilà. Déjà, personnellement, je tenais à te remercier, Patrick, parce qu'on peut retrouver d'ailleurs sur ton blog pas mal de choses, pas mal d'infos. Et alors nous de notre côté, on est en train de mettre en place pas mal de choses aussi, notamment petite peut-être exclue pour aujourd'hui, notamment pour la meilleure application en fait du mois telle que le fait Embarcadero, mais nous on va faire ça euh, pour les applications françaises uniquement, parce qu'il y a énormément d'applications françaises excellentes à présenter et qu'on va justement présenter et montrer. Voilà, donc ça va être un petit peu mis en avant. Donc c'était la petite parenthèse. Donc en attendant, pour clôturer le webinaire, merci encore Patrick, je remercie à tout le monde pour d'avoir été présent jusqu'à la fin, et puis je vous dis à bientôt, voilà, pour un prochain webinaire et puis pour un nouveau sujet qui a lieu déjà dans quelques semaines maintenant. Bah oui, merci à tous. Ouais, c'est ça. Merci et bonne journée, à bientôt.